Bon, bonjour à tous, donc de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de l'hydrogène et de la révolution hydrogène qui a démarré, et on a la chance d'avoir avec nous Théophile Habermacher, qui fait partie de la société H26, un des spécialistes français de l'hydrogène, avec qui ERM Automatisme démarre une collaboration pour assurer le déploiement de solutions didactiques destinées à former les jeunes élèves et étudiants sur l'hydrogène, donc la combustible, électrolyseur et tout ce qui va bien. Donc l'objet aujourd'hui, ça va être de vous montrer tout ce qui peut être fait autour de l'hydrogène d'un point de vue didactique, donc dans les ateliers de formation professionnelle ou les laboratoires universitaires. Et puis avant cela, on va déjà commencer par planter un peu le décor pour illustrer quel est l'avenir de la filière hydrogène dont on commence à beaucoup parler en 2020. Voilà, Théophile, je te laisse démarrer la présentation. Bonjour à tous, donc je me présente Théophile Habermacher, je suis responsable commercial dans la société H26. On est fabricant de systèmes piles à combustible et depuis le départ de la société, on travaille beaucoup avec le monde académique. Et suite à de nombreuses demandes d'universités, notamment de l'UTBM, de l'école des mines et de Centrale, on a cherché à développer des solutions didactiques autour de nos produits, donc les piles à combustible, et chercher à développer des systèmes complets pour former les étudiants. Donc l'idée de ce séminaire, c'est vraiment d'aborder le sujet des nouvelles solutions qu'on va développer par rapport aux solutions hydrogène, comment on peut les interfacer de la production d'hydrogène à partir d'un électrolyseur au stockage et à la valorisation avec un système pile à combustible, et quelles sont les possibilités de créer des contenus didactiques autour de ces solutions industrielles. Donc, au niveau du séminaire, on va l'organiser de la manière suivante. On va parler rapidement de la filière hydrogène et qu'est-ce que ça représente. Nous, en tant qu'entreprise de la filière hydrogène, on a vraiment constaté un pic d'activité depuis 2 ans et un boom des demandes d'un point de vue commercial et industriel. On va rappeler rapidement quel est le cœur de métier de la société H26 et vous montrer quelques-unes de nos réalisations et la même chose côté ERM. Ensuite, par rapport à la chaîne de valeur de l'hydrogène, on va vraiment poser les jalons pour vous montrer comment se comporte un système complet de la production d'hydrogène par électrolyse, le stockage sous pression et la valorisation à travers un système pile à combustible. Autour de ce système-là, il y a pas mal de sécurités qui vont être mises en œuvre, notamment dans le cadre d'une installation dans un ERP. Donc, il y a des normes d'application obligatoires par rapport à l'installation et la mise en service. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec ERM Automatisme sur ces sujets-là. Et derrière, on viendra aborder également la partie didactique autour du système pile à combustible. Si vous avez des questions pendant le séminaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a prévu un temps dédié à la fin de la présentation pour justement échanger avec vous. S'il y a des questions qui sont très techniques, n'hésitez pas à les poser par mail à Cyril. On n'hésitera pas à revenir vers vous avec peut-être un petit peu plus de documentation pour aborder ces sujets-là. Donc, rapidement, l'hydrogène, d'ici 2030 à 2050 en France, on estime que ça va représenter à peu près 20% de la consommation d'énergie. Donc, il va y avoir toute la partie stockage des énergies renouvelables et utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique pour stocker l'énergie. La valorisation dans 2 applications, donc la partie mobilité et la partie réseau de chaleur. À l'échelle 2050, on estime qu'il y aura 150 000 emplois directs en France associés à l'hydrogène et on estime le triple ou le quintuple par rapport aux emplois dérivés. Côté H26, en l'espace de 2 ans, on a recruté plus d'une vingtaine de personnes et les prévisions d'ici 4 ans, c'est une cinquantaine de personnes. On a quelques entreprises, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Maxi, par exemple, qui fait des électrolyseurs, ou Symbio pour la partie système pile à combustible pour la mobilité.
qui deviennent des leaders européens avec de nombreux recrutements. Donc, qui dit recrutement dit forcément formation et recherche de personnel qualifié pour différentes applications. Donc, toute la partie ingénierie, où derrière, on va recruter des ingénieurs issus d'écoles dédiées, mais également toute la partie technicien opérateur. Et on va dire le métier de l'hydrogène, c'est vraiment un métier spécifique. On va avoir des compétences à la fois sur l'électronique de contrôle-commande et de puissance associée au système pile à combustible, et toute la gestion fluidique associée au gaz. L'hydrogène, c'est une particularité, c'est un gaz qui est très volatile, et donc forcément, ça nécessite de mettre en place des processus de travail qui sont particuliers pour pouvoir fonctionner en toute sécurité. L'objectif, c'est d'avoir une émergence d'une nouvelle filière industrielle, mais avec un vrai savoir-faire français, voire européen, sur ces thématiques, qui sont issus de la recherche, et de former vraiment des personnes qualifiées sur ces métiers-là. Côté entreprise H26. Donc, l'entreprise H26 a été créée en 2017 après 2 ans de développement technologique. Notre cœur de métier, c'est le groupe électrohydrogène, dans lequel on a intégré un système pile à combustible d'une fabrication H26, tout un travail d'hybridation pile à combustible batterie onduleur qu'on a packagé dans une enveloppe pour venir remplacer le groupe électrogène de Monsieur Tout-le-Monde, principalement pour des applications nomades sur une gamme de puissance entre 1 et 15 kW. De plus en plus, on travaille sur des projets forte puissance autour de 30, 50, voire 100 kW au secours électrique d'installation, avec des projets pilotes sur des data centers notamment. On travaille également beaucoup sur la filière de la mobilité avec le développement de véhicules spécifiques. Donc, quand je parle de développement, c'est qu'on vient partir d'un besoin d'un industriel de développer un nouveau véhicule électrique sur lequel on vient intégrer des solutions hydrogènes pour augmenter l'autonomie et augmenter les performances. Une de nos premières réalisations, c'était un camion frigorifique alimenté en hydrogène, donc pour l'industriel Chéreau, qui a été mis en service pendant 2 ans sur les routes et sur lesquels maintenant on commence à travailler sur les pré-séries. Donc, on travaille également sur des petits véhicules pour des collectivités ou sur des bateaux, avec là sur l'image un petit bateau de course qui a tourné du côté de Monaco et sur laquelle on a fait des améliorations cette année. Donc, on verra si on gagnera les courses qui sont prévues cet été. En termes de collaborateurs, donc, actuellement, on est une vingtaine de personnes. On va recruter encore entre 5 et 8 personnes d'ici la fin de l'année. Et on a vraiment un gros marché en France et à l'étranger avec plus de 30% de chiffre d'affaires à l'export. Je passe la main à Cyril pour présenter ERM. Donc, ERM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors on a une forte activité dans l'équipement des centres de formation et universités, donc via ce qu'on appelle les solutions didactiques en différents domaines, donc la maintenance industrielle, le génie des procédés, le génie climatique, les énergies renouvelables, ce que vous pouvez voir en haut à droite. Et puis, on a une business unit qui est vraiment dédiée au système énergétique qui s'appelle ERM Énergie, donc dans le site web est www.erm-energie.com, où là, on a une équipe dédiée à la conception de solutions solaires et éoliennes, principalement, et hybrides également, pour l'électrification de sites isolés et la partie autoconsommation. Là, vous avez quelques images. Alors, en bas à gauche, c'est un site qu'on a réalisé en Afrique. Vous pouvez le voir à la végétation, sur des conteneurs qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques et qui, derrière, vont avoir des fonctions d'alimentation de villages ou d'alimentation de groupes froids ou autres applications. Au milieu, on a une ombrière photovoltaïque qui a été installée en France, où là, on est sur de l'autoconsommation. Puis à droite, vous avez un exemple de ce qu'on fait, notamment sur de l'équipement de conteneurs, puisqu'on s'est fait une spécialité de la création, conception, réalisation de conteneurs prééquipés qui partent de la France et qui vont en Afrique notamment, ou ailleurs,
pour alimenter, pour servir de power pack sur des besoins de sites isolés. Voilà, ERM au total, c'est une 50aine de personnes et avec un gros bureau d'études d'une douzaine ou une quinzaine de personnes sur des métiers autour de l'électricité, les automatismes, la mécanique, la fluidique, etc., etc. Voilà, Théophile, je te repasse la main. Alors, par rapport à l'hydrogène, on entend beaucoup parler de l'hydrogène comme solution pour décarboner l'industrie. Donc, l'hydrogène, il y a plusieurs rôles qui sont identifiés par le gouvernement qui soutient la filière. Le premier rôle, c'est de permettre justement d'intégrer les énergies renouvelables dans la production d'électricité. L'avantage des énergies renouvelables, c'est qu'on produit de manière décarbonée. La grosse problématique, c'est le stockage de l'énergie. À un moment donné, le réseau est saturé puisque les énergies renouvelables sont souvent produites au moment où on n'a pas forcément besoin de les consommer. Donc, il est nécessaire de passer par une étape de stockage et l'hydrogène est une des solutions de stockage de l'énergie. Derrière cette solution, on va pouvoir distribuer facilement l'énergie. Une fois que l'hydrogène est stocké, par exemple, sous forme gazeuse, on peut facilement le déplacer d'un point A à un point B. C'est ce qu'on voit également sur la partie de la mobilité, avec l'émergence de stations hydrogène dans certains territoires à proximité d'actifs renouvelables. Un gros projet qui a été mené du côté de Dijon et d'Auxerre, où derrière, l'objectif, c'était de valoriser la surproduction des énergies éoliennes pour venir produire de l'hydrogène et le distribuer dans le cadre de la mobilité à l'échelle d'une ville. Donc justement, sur le secteur des transports, le fait qu'il y ait de plus en plus de véhicules qui vont fonctionner en mode batterie, pile à combustible, permet d'avoir des flottes qui soient 100% électriques et 100% performantes, avec des temps de recharge de l'ordre de quelques minutes et une disponibilité plus importante du parc véhicule. Sur la partie, sur l'industrie également, l'hydrogène peut permettre de remplacer des groupes électrogènes avec une valorisation de l'énergie dans la pile à combustible. Donc, on vient produire de l'énergie, de l'électricité et de la chaleur pour alimenter une partie du bâtiment. Actuellement, on fait des essais sur une pile à combustible de 80 kW dans notre centre d'essai et en fait, on vient auto-alimenter notre bâtiment lors de ces phases d'essai avec nos systèmes pile à combustible. Un des autres avantages de l'hydrogène, c'est qu'au niveau français, même européen, on a la main sur la production de cette énergie. Donc finalement, on n'est plus dépendant de pays étrangers pour l'import de matières premières et on garde la main sur la stratégie de fonctionnement de ces filières et on est moins dépendant des marchés financiers comme c'est le cas actuellement pour le gaz et le pétrole. Au niveau de la solution qu'on souhaite vous proposer, on a essayé de travailler sur une solution complète de la production au stockage et à la consommation d'hydrogène. La production va se faire par le biais d'un électrolyseur qui peut être couplé à des panneaux solaires pour vraiment avoir un système qui permette l'autoconsommation. Donc, d'une part, on vient valoriser la partie énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène. Derrière, on vient le stocker, le sécher et le stocker dans un réservoir dédié. Et on est capable de travailler sur cette temporalité en disant on fait de l'intersaisonnalité, parce qu'on fait du pilotage en fait, de système énergétique pour viser de l'autoconsommation. La brique finale du système s'articule vraiment sur la partie pile à combustible hybridée à une solution batterie, pour représenter ce qui peut se faire dans le cadre de la mobilité ou dans le cadre de stationnaire, où la pile à combustible, finalement, elle ne va jamais être installée seule. Elle vient systématiquement être couplée à un organe qui permet soit de la valorisation de puissance, tel qu'un supercondensateur, soit du stockage énergétique, tel que les batteries.
Par rapport au système qu'on vient proposer, sur la première brique qui concerne la production, on a la possibilité d'installer une centrale photovoltaïque. Donc, je laisse la main à Cyril pour présenter un petit peu cette partie qu'il maîtrise parfaitement. Donc effectivement, ce qui est prévu, c'est d'aller produire une électricité verte, donc via la centrale photovoltaïque, alors qu'il peut être là, ici, on a mis arbitrairement 3 kW crête de puissance, mais qui peut être plus, beaucoup plus ou un petit peu moins éventuellement. On va travailler, donc ces panneaux vont générer une électricité continue, un courant continu qui va être transformé par un ou plusieurs onduleurs photovoltaïques en courant alternatif, qui va ensuite être injecté localement sur le réseau et l'électricité produite sera consommée par le bloc électrolyseur qui va tourner en conséquence. Dans une approche pédagogique, on va instrumenter tout ça. Donc là, sur la gamme d'onduleurs Fronius qu'on installe, par exemple, il y a des data loggers qui permettent de récupérer toutes les données de production et de consommation, les sensor box pour les données météo d'ensoleillement, de température, panneaux, ambiante, etc. Et puis, il y a également un energy meter qui permet de voir le ratio d'énergie autoconsommée localement en opposition à l'énergie qui va être tirée depuis le réseau. Voilà. Donc, nous, dans notre cas, on va installer cette centrale en toiture, sur toit terrasse, ça peut être installé en brise-soleil, ça peut être installé au sol, ça peut être installé sur des ombrières de parking. Donc, il y a une grande diversité d'installations possibles. Et puis, on va instrumenter tout ça pour que vous puissiez en faire l'utilisation et l'interprétation avec les étudiants et les apprenants. Théophile, à toi. On continue. Donc, voilà, quelques exemples, un peu plus d'éléments sur la partie centrale photovoltaïque. Tout a été principalement dit. Donc, il y a la conformité à UTE 712-1 sur la tableauterie, le data logger, les mesures météo, la réinjection en réseau suivant la norme VDE 0126. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait dans la règle de l'art. On en a déjà déployé des dizaines, voire plus, dans des universités, centres de formation ou chez des industriels. Donc, c'est quelque chose qui est totalement maîtrisé chez URM. Alors, derrière la partie centrale photovoltaïque, nous, on va vite proposer un électrolyseur, donc un système d'électrolyse, pour être précis. Donc, l'électrolyseur, on injecte un courant électrique en fait sur une molécule d'eau et on vient avoir d'un côté de l'hydrogène, donc H2, et une autre partie qui est de l'oxygène qui va être relâchée dans l'air ambiant, O2. Donc, le bloc électrolyse, il fonctionne avec 3 modules différents. L'électrolyseur, donc là, on est parti sur une technologie AEM. Donc, c'est une technologie spécifique qui nécessite quelques actions de maintenance. Donc, ce choix-là, il a été fait justement pour vous permettre de travailler sur cette action de maintenance avec le changement de l'électrolyte. Derrière l'électrolyseur, il est nécessaire de venir sécher. En fait, en sortie d'électrolyseur, l'hydrogène, il est assez humide et cette humidité, elle n'est pas compatible avec la partie pile à combustible. Donc, il y a un organe qui s'appelle le dryer qui vient justement sécher l'hydrogène en sortie d'électrolyseur avant de pouvoir le stocker dans les bonbonnes. Derrière également, on vient fournir un réservoir d'eau qui est piloté. Donc, on vient mettre de l'eau déminéralisée dedans et le système, avec sa pompe, auto-alimente l'électrolyseur pendant les phases de fonctionnement. La solution qu'on propose, elle va être articulée dans une armoire avec des blocs sous forme de rack. Donc, on a différentes tailles d'armoires avec la possibilité d'avoir plus ou moins d'électrolyseurs en fonction de votre projet pédagogique et du projet que vous voulez conduire. Plus on aura d'électrolyseurs, forcément, plus l'armoire sera grande. Là, l'image qu'on vous a mise, c'est une solution sur laquelle on vient brancher 4 électrolyseurs en parallèle dans une armoire 42. C'est une grande armoire, il y a des modèles un petit peu plus petits qui existent. Au niveau de l'électrolyseur, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 technologies différentes. Il y a la technologie PEM et la technologie AEM. Nous, le choix qu'on a fait pour l'équipement didactique, c'est de partir sur une technologie AEM. L'avantage de cette technologie, c'est que c'est une solution qui est quand même très industrielle, on va dire PEM également.
La partie PEM va plutôt être utilisée pour des solutions forte puissance et la partie AEM plutôt sur du fonctionnement sur des petits sites, des sites en autoconsommation, des sites isolés, pour avoir… typiquement, c'est une solution qui fonctionne très bien de manière couplée à une centrale photovoltaïque. En termes de puissance, sur la partie électrolyseur, on va être sur des modules autour de 2,4 kW. Derrière, l'hydrogène en sortie va être déjà pressurisé à 30 bars. On considère que 30 bars, c'est plutôt de la basse pression, sachant que quand on travaille sur des solutions pour la mobilité, on vient travailler plutôt autour de 350 ou 700 bars. Donc là, il y a des compresseurs derrière. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut mettre en place sur ces solutions didactiques, où l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de ces systèmes, comprendre le fonctionnement et commencer à manipuler sans risque. Au niveau de la partie alimentation électrique, donc forcément, on est sur du 230 volts avec un réservoir d'une quarantaine de litres permettant de fonctionner sur une période assez longue. Au niveau de l'électrolyseur, on a fait le choix de travailler avec un fournisseur qui a développé également toute une interface de contrôle commande à distance à travers une interface Modbus et une application qui est téléchargeable sur Android pour pouvoir démarrer et éteindre à distance l'électrolyseur et surtout suivre la quantité d'hydrogène qui est produite et les moments de production associés à la disponibilité d'énergie d'une centrale photovoltaïque. Là, typiquement, la petite coupe qu'on a mise, c'est un exemple de système qui a été développé sur un site pilote en Thaïlande avec cet électrolyseur pour avoir un village qui soit 100% autonome grâce à l'apport hydrogène photovoltaïque. Donc justement, sur ce bloc de pilotage, il y a toute une possibilité de programmation qui est offerte à l'utilisateur et derrière de la calibration, du pilotage de système, de la collecte de mesures et un flux d'informations lorsque, par exemple, il y a des problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc ça, c'est des informations qui sont très importantes en termes de maintenance. De manière assez détaillée, voici un petit peu le fonctionnement du système. Donc, on a des modules qui viennent être interfacés soit sur l'électrolyseur à la base et qui peuvent être rajoutés sur la partie pile à combustible, batterie, stockage et éventuellement panneaux solaires pour avoir une interface complète autour d'une plateforme de pilotage. Alors, au niveau de la présentation, volontairement, sur chacun des modules, on a essayé d'imaginer des TP qui pourraient être mis en place en fonction du niveau de formation des élèves. Donc, toute la partie installation dans le bâtiment va être organisée par ERM avec la formation des étudiants et de l'équipe pédagogique. Par contre, ce qui nous semble intéressant, c'est que d'un point de vue didactique, les élèves, les étudiants puissent comprendre quelles sont les procédures d'installation des systèmes, les vérifications à mettre en œuvre dans un premier temps. Donc, leur présenter, par exemple, l'armoire électrolyseur, les différents blocs qui la composent et leur refaire faire la partie installation et vérification. Il y a également tout un travail qui doit être fait sur la compréhension des réactions chimiques et du fonctionnement de cette machine. Un électrolyseur, donc je vous ai présenté rapidement le fonctionnement. On vient séparer une molécule d'eau à travers un courant électrique, mais par contre, il y a des lois d'énergie qui permettent de bien comprendre le fonctionnement et d'anticiper la production d'hydrogène qui va être mise en œuvre par rapport à une quantité d'énergie disponible. Tout ce qui on a imaginé un autre TP qui concerne également toute la partie pilotage du système par l'intermédiaire de l'EMS. Donc là, on est plutôt sur une approche Bac+3, électrotechnicien, pour venir justement gérer un fonctionnement à distance, le piloter, le vérifier et définir
des alertes par rapport à la maintenance. Tout ce travail, en fait, il est très, très important parce que nous, quand on vient recruter des personnes, c'est la première étape de formation, c'est qu'ils prennent en main le système, qu'ils apprennent à les piloter et qu'ils apprennent à également superviser à distance nos systèmes hydrogène. Donc, globalement, actuellement, quand on cherche des personnes, on sait qu'il faut passer entre 4 et 6 mois de formation sur nos produits pour avoir des personnes qui soient opérationnelles. Si demain, on a des techniciens qui ont déjà manipulé ce type d'équipement, forcément, en tant qu'employeur, ça nous aidera à recruter beaucoup plus facilement et je pense que ce sera des compétences qui seront très demandées sur le marché. Enfin, il y a tout un travail de TP qui peut être prévu sur la maintenance des équipements. Donc, d'une part, il y a un travail qui va être mené sur la conductivité de l'eau. Donc, un électrolyseur, ça nécessite de l'eau déminéralisée pour pouvoir fonctionner. Donc, ça nécessite de faire des vérifications sur l'eau qui va être intégrée dans l'électrolyseur. Donc, il y a des mesures à mettre en œuvre, il y a du changement de filtre et il y a des vérifications également à mettre en œuvre par rapport à l'électrolyseur pour savoir s'il fonctionne bien et si le produit qu'on a mis dedans est le bon. Et enfin, il y a tout un travail qui peut être mis sur la détection de fuite. Donc, l'avantage de l'hydrogène, c'est une molécule qui est très, très volatile et forcément, il y a des risques de fuite au niveau des raccords et des tuyauteries. Donc là, il y a des procédures à mettre en œuvre de manière très spécifique pour pouvoir vérifier élément par élément s'il n'y a pas de fuite qui est occasionnée sur le système. Alors, je vois que j'avais une question sur le chat. J'y répondrai vraiment à la fin parce que ça nécessite de revenir un petit peu sur la partie de départ. Le deuxième bloc qu'on a imaginé sur notre solution, c'est toute la partie stockage d'hydrogène. Donc, une fois que l'hydrogène vient sortir de l'électrolyseur, il va falloir le stocker sous forme gazeuse dans des bonbonnes de gaz. Donc, derrière, il va y avoir tout un piping, une instrumentation pour avoir des vannes qui peuvent être pilotées pour pouvoir distribuer l'hydrogène de l'électrolyseur jusqu'à la phase de stockage et derrière pouvoir distribuer l'hydrogène vers le site de consommation. Par rapport à ça, je tiens quand même à vous alerter qu'il y a une norme au niveau français qui s'appelle la M58003. Il est très important que les entreprises qui viennent installer les systèmes, notamment dans des ERP, respectent cette norme. Cette norme, justement, il y a pas mal, c'est un gros document. Par contre, elle conditionne vraiment quelles sont les distances de sécurité à mettre en œuvre entre un système hydrogène et le grand public. Et à quelle hauteur, par exemple, les tuyauteries doivent être mises pour éviter justement qu'il y ait des risques en cas de coup de choc à proximité. Donc, c'est vraiment un point d'alerte. Si vous souhaitez acquérir ce type d'équipement, renseignez-vous par rapport à ce point précis. Donc, sur la partie distribution d'hydrogène et stockage, ce qu'on a prévu avec ERM, c'est mettre en place une armoire de contrôle-commande. Donc, il va y avoir des capteurs, des électrovannes qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit et d'avoir un automate qui permette de centraliser tout ça avec une communication pour pouvoir identifier quelles sont les vannes ouvertes, fermées à un moment donné et quelles sont les caractéristiques d'état du système. Quelle est la pression stockée dans le réservoir? Quelle est la quantité d'hydrogène qui est passée de l'électrolyseur jusqu'au stockage et inversement du stockage vers le système? Et tout un système de sécurité pour pouvoir éventuellement décharger le réservoir, le purger à l'azote, toute la ligne H2 en cas d'intervention manuelle pour faire des travaux des travaux didactiques dessus ou des travaux de maintenance qui peuvent être associés au système. Donc, quelques éléments caractéristiques d'un système de stockage d'hydrogène. Donc, il va y avoir une bouteille de gaz avec un détendeur pour la partie hydrogène et également un système similaire par rapport à l'azote. L'azote, c'est un gaz inerte qui permet justement de purger l'ensemble des lignes. En cas de problème, typiquement,
on vient vidanger toute la partie ligne hydrogène avec un point de fuite en point haut, souvent en toiture de bâtiment, pour pouvoir éviter en fait de garder de la pression sur les équipements, et on vient inerter la ligne grâce à l'azote. On a également mis un panneau de distribution tel qu'il peut être conçu sur la partie système à système hydrogène, avec des vannes et des détendeurs et des manomètres forcément qui sont associés à chacun des organes. Derrière, sur le circuit qu'on prévoit de mettre en œuvre, on fera volontairement un schéma fluidique qui soit compréhensible pour la partie didactique, pour que une des premières actions pédagogiques à mettre en œuvre, c'est comprendre quels sont les différents équipements qui composent le système et comment ceux-ci sont mis en place sur les lignes. Qui dit hydrogène dit sécurité, donc il y aura forcément une centrale de détection d'hydrogène qui sera mise à proximité du stockage. Donc le stockage, c'est le point sur lequel il risque d'y avoir la plus grande quantité de matière, donc il y aura une vigilance qui sera particulière sur ce point-là, avec un automate et éventuellement un arrêt d'urgence qui sera piloté directement par cette centrale de détection, avec une alarme sonore et lumineuse en cas de fuite. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir de la sécurité autour de ces systèmes. Des arrêts d'urgence qui seront mis au niveau de la partie électrolyse et système pile à combustible pour pouvoir arrêter rapidement le système en cas de problème. Quand on manipule, il peut toujours y avoir des mauvaises manipulations. L'idée, c'est de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème et qu'il y ait de la détection qui vienne renforcer la sécurité. Sachant, Théophile, une petite précision, le stockage hydrogène, la recommandation première, c'est de le faire à l'extérieur. Dans tous les cas, je pense qu'il sera très compliqué d'avoir un accord pour pouvoir stocker l'hydrogène à l'intérieur d'un bâtiment, notamment si considéré comme... Ça veut dire qu'en termes d'installation du système complet, il faut avoir effectivement les éléments électrolyseurs puis la combustible qui soient à l'intérieur, mais pas très loin d'un mur extérieur, près duquel on pourra positionner le stockage. Sur les exemples de TP, alors, nous, généralement, quand on travaille avec des clients et des distributeurs, ça, c'est un travail qu'on leur fait faire. On prend une demi-journée pour leur apprendre à vérifier tout ce qui est installation gaz. Donc, on vient prendre une bouteille de gaz, on vient monter un détendeur dessus, l'enlever, faire les vérifications, faire la maintenance. Il y a des joints d'étanchéité sur les détendeurs, donc il faut pouvoir vérifier. On leur fait faire également des tests de fuite, d'étanchéité de fuite, et on leur apprend vraiment à manipuler ce matériel qui est spécifique. On va dire que ça ressemble un petit peu manipuler un détendeur, une bouteille de gaz, c'est un métier de plombier, ils le font beaucoup, mais c'est la particularité des systèmes hydrogènes, c'est qu'on est à l'interface entre deux métiers, la partie métier fluidique et la partie métier électrique. Et souvent, les étudiants qui sont dans ces formations-là, ils ne voient qu'un volet, ils ne voient pas les deux à la fois. Derrière, nous, ce qui nous a semblé intéressant de mettre en œuvre, c'est de partir de la norme de référence, la M58003, et dans cette norme, quels sont les points de vérification d'une installation. Comment on s'assure qu'une installation elle est conforme ou pas, et qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre et pourquoi ces sécurités doivent être mises en œuvre. Donc là, c'est plutôt vraiment une lecture d'un document technique et un passage sur le terrain pour vraiment vérifier la conformité. Il y a un troisième TP qui concerne vraiment la partie ATEX. Donc, un mélange en fait oxygène-hydrogène peut conduire à la création d'une zone avec un mélange explosif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une zone dite ATEX ? Comment elles sont caractérisées ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour intervenir dans cette zone ? Et comment on vient éviter ou prévenir la création de ces zones-là ? On va dire,
entre 20 et 30% de mon métier, c'est justement de travailler sur l'intégration des systèmes hydrogène dans des véhicules. Et les préconisations qu'on fait au niveau avec les constructeurs, c'est vraiment, on réfléchit à la manière d'intégrer le système hydrogène, le réservoir et la pile à combustible pour éviter au maximum la création de cette zone ATEX. Et en cas de création possible ou probable, donc là c'est vraiment des termes qui sont normatifs, quelles sont les sécurités qu'on vient mettre en œuvre de manière active et passive pour éviter qu'il puisse y avoir justement une source d'ignition dans cette zone-là. Il y a également tout un TP qui peut être mis sur la partie vérification des raccords. Donc, il y a de plus en plus de sites stationnaires sur la partie système hydrogène, notamment pour des sites isolés, des antennes télécom par exemple, ou des bâtiments en autoconsommation. Derrière, il y a de la maintenance annuelle qui est obligatoire avec de la recherche de fuite. Donc, ça veut dire que l'opérateur qui va faire la maintenance de cette installation, il va devoir passer une journée avec la vérification de l'ensemble des raccords sur les tuyauteries. Derrière, il y a vraiment une procédure qui sont particulières, du matériel à utiliser. Et je pense qu'il est important que les futurs techniciens de maintenance ou les ouvriers qui vont monter ces systèmes-là soient formés sur la technologie. Également, toute la partie purge avant intervention ou changement. Typiquement, quand il y a des changements à faire sur certains raccords, il faut pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, on vient mettre en place des procédures de purge. Et là, c'est tout l'intérêt du panneau de pilotage qu'il y a en amont pour venir sélectionner les vannes à ouvrir ou fermer pour cette intervention. Le dernier système qu'on a imaginé dans cette solution complète, c'est la partie qui concerne le système pile à combustible. Donc la pile à combustible hybridée à un module de conversion de puissance et un module de stockage d'énergie. Donc ça, c'est une solution. Là, je vous présente une solution qui s'appelle le MOTIS. C'est une solution qu'on a conçue l'année dernière, vraiment sur un cahier des charges d'une université, l'INP Grenoble. Donc l'INP Grenoble nous a dit, mais c'est formidable, on a déjà des équipements dans notre école d'ingénieurs, on a des petites piles à combustible, on a des cellules, mais on n'a pas de système énergétique qui permette de travailler sur l'hybridation pile à combustible batterie. Et derrière, on cherche à avoir un équipement sur lequel faire des activités didactiques de niveau licence et master sur la partie système. Donc, on a essayé d'imaginer un module un petit peu hybride avec à la fois une partie pile à combustible et à la fois un bloc convertisseur de puissance batterie pour pouvoir piloter les deux éléments en même temps. Donc, on a, suite à cette demande, en fait, on a créé un premier produit qu'on a fait évoluer cette année vers une version 2, un petit peu plus évoluée. Donc, ce produit, la base, c'est la pile à combustible. Donc, on vient fournir vraiment un système qui peut être soit utilisé de manière indépendante, soit utilisé avec le système hybride. La pile à combustible, on a fait le choix de partir sur une pile à combustible de puissance de 500 watts qui peut être directement alimentée depuis l'électrolyseur avec un courant de sortie de 0 à 50 ampères. Ce choix technique, c'est peut-être une pile qui est un petit peu puissante par rapport à certains travaux didactiques. L'idée, c'est de se dire comment on peut également utiliser cette solution dans le cadre de projets pédagogiques un petit peu plus complets. Et on a travaillé pour plusieurs clients pour l'EcoShell Marathon ou le Challenge EducEco. Donc, c'est des courses de véhicules automotifs. Et souvent, ils étaient plutôt sur des besoins autour d'une pile à combustible entre 500 watts et 1 kW. Donc, l'idée, c'était de fournir ce module-là également dans la solution pour qu'il puisse être utilisé à d'autres fins. Sur cette pile, il y a toute une interface de communication qui est présente donc par l'intermédiaire du protocole CAN bus. Donc, c'est un protocole de communication automotive. Et il y a une interface en SUBD9 pour
pouvoir piloter la pile et avoir un logiciel de supervision. Derrière, sur le système hybride Motis, on a fait le choix de batteries type lithium MG1 avec un BMS intégré. Donc, le BMS, en fait, il vient gérer toute la sécurité de la batterie et il vient couper automatiquement la batterie en cas de dysfonctionnement. Donc, c'est une sécurité supplémentaire avec des limitations de courant. Il y a également tout un travail aussi qui a été fait sur la partie batterie qui permet de superviser la batterie à distance à travers une application Bluetooth dédiée. Donc là, c'est pareil, il y a du travail, il y a des solutions didactiques qui sont offertes vraiment sur la partie batterie avec des interfaces de pilotage et de fonctionnement dédiées. Sur le bloc, sur l'architecture du bloc Motis tel qu'on l'a pensé. Donc, d'un côté, on va avoir la partie alimentation d'hydrogène qui va venir depuis le réservoir qui va être stocké en extérieur. Donc, alimentation de la pile via la tuyauterie dédiée. Et derrière, l'utilisateur, il va avoir le choix soit de faire fonctionner la pile à combustible en mode direct, donc le schéma pile à combustible DC-DC, soit de faire fonctionner son système sur le bloc uniquement batterie, soit de faire fonctionner le système sur les deux solutions de manière hybridée, avec une interface, un petit écran en fait, qui permet de sélectionner, d'ouvrir ou fermer les contacteurs et de donner une consigne de puissance au convertisseur, soit de faire tout ça de manière directement pilotée sur l'ordinateur à travers l'interface MATLAB Simulink. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran de la première version qu'on avait fait sur la partie écran, avec la possibilité de faire on-off sur la pile à combustible et sur le convertisseur, ou d'ouvrir ou fermer les contacteurs présents. Sachant que sur l'ensemble des points de 1 à 7, il y a des données qui s'affichent à l'écran, et ces données qui s'affichent à l'écran, elles communiquent également à travers la partie soft. Donc, vous pouvez récupérer ces données sur ordinateur pour pouvoir faire un traitement par la suite. Sur ce système Motis, on a imaginé 3 modes de fonctionnement différents. Alors, un mode automatique où toute la partie hybridation a été faite par H2.6. Donc, l'idée, c'est que nous, on a mis nos propres stratégies de fonctionnement avec nos lois d'énergie. Donc, par moment, le système va fonctionner uniquement sur la partie batterie. Par moment, il va fonctionner uniquement sur la partie pile. Et par moment, il va fonctionner en mode hybride. Tout ça, on l'a calculé en fait par rapport au socle batterie et à la puissance qui est demandée par la charge en sortie. L'objectif, on va dire in fine, c'est que les étudiants arrivent soit en mode manuel, donc en mode manuel, c'est le fonctionnement via l'écran, soit en mode open. Donc le mode open, c'est une programmation par MATLAB Simulink du système d'être plus performant qu'H2.6 si c'est possible. Voilà. Au niveau de la partie pile à combustible, donc volontairement, on a également développé en interne des softs de supervision pour faire des activités didactiques sur la partie pile à combustible. Donc, on vient livrer un exécutable LabVIEW. Donc, un exécutable, en fait, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir de licence LabVIEW pour pouvoir faire fonctionner ce soft. Il y a juste le téléchargement de LabVIEW qui se fait à titre gratuit, et derrière, l'exécutable, c'est nous qui l'avons fait. Donc derrière, quand vous venez connecter la pile à combustible, elle vient communiquer dessus, et derrière, vous allez avoir de la donnée de fonctionnement qui va transiter, avec des possibilités de constater la tension de la pile et le courant délivré en temps réel, la pression au niveau système et la consommation estimée d'hydrogène. Le but de ce soft-là, ce n'est pas de rentrer vraiment sur le fonctionnement pile à combustible. C'est vraiment plutôt de travailler à l'échelle d'un système sur lequel on vient gérer l'énergie de manière globale. Donc, quelques TP sur la partie système Motis. Donc, bien comprendre le fonctionnement et l'apport d'une pile à combustible dans un système hybride. Quel est le rôle de la batterie, quel est le rôle de la pile et comment on peut faire fonctionner les deux de manière optimale.
Également, tout un travail sur la partie loi d'énergie et loi d'hybridation. À quel moment on vient demander à la pile de fonctionner, à quel moment on vient demander inversement à la batterie de fonctionner, et quelles sont les lois d'énergie que je peux mettre en œuvre sur le système pour le rendre performant. Nous, cette partie-là, je pense qu'il y a vraiment un travail didactique important à mettre en place, parce que souvent, sur les projets universitaires sur lesquels on a travaillé, c'était des éléments qui étaient peu compris par les étudiants. Et derrière, on me dit, mais je lance mon système, la pile va tourner, la batterie elle va tourner. On dit non, il faut absolument que derrière, vous posiez la question, comment vous voulez que la pile fonctionne avec la batterie. Et à partir de là, on vient faire de la modélisation en amont, ça peut être sur Excel par exemple, pour bien comprendre comment va fonctionner le système. Et une fois qu'on a modélisé, on vient implanter la loi d'énergie sur le système pour pouvoir constater le fonctionnement et se dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Derrière, au niveau de la pile à combustible, il y a des rendements électriques. Donc, une pile à combustible, on va dire, il y a 50% de rendement électrique, 50% de rendement thermique. Derrière, ça, c'est la théorie. En pratique, les rendements électriques d'une pile à combustible vont dépendre du pourcentage d'utilisation par rapport à la puissance nominale. Donc, il y a des courbes vraiment dédiées. Et on sait que sur un système hybride, on arrive à faire fonctionner la pile entre 40% et 70% de rendement électrique. Donc, ça a vraiment une conséquence très importante sur l'utilisation de la molécule hydrogène qu'on a produite en amont et les rendements globaux d'un système qui va être en autoconsommation. Derrière, il y a un DC-DC qui vient être mis en place en sortie de pile pour pouvoir recharger une batterie. Il faut également se poser la question, comment on vient recharger la batterie, à quel moment on vient le faire? Est-ce que c'est intéressant de recharger la batterie quand on est à 95 ou 96% du socle? Pas forcément. À l'inverse, est-ce qu'il faut que la batterie descende autour de 20% ou 15% d'état de charge? On sait que ça a des conséquences sur la durée de vie de la technologie, donc c'est pareil, c'est des choses qu'il faut appréhender. Et enfin, là, c'est vraiment plutôt d'un travail type ingénieur. C'est vraiment apprendre à utiliser le logiciel MATLAB Simulink, pouvoir coder et piloter un système complet. Donc là, c'est un exemple de TP qu'on a détaillé dans le manuel d'utilisation du Motis, où l'objectif, ça va être de récupérer la valeur du courant qui va être en sortie de DC-DC. Donc, l'avantage de MATLAB Simulink, c'est qu'il y a des bibliothèques qui sont disponibles. Et donc, l'étudiant vient piocher les modules dont il a besoin dans la bibliothèque et vient les programmer en fonction des données qu'on a mis de manière initiale. Donc là, dans la partie manuelle, il y a il y a pas mal de données en termes analogiques et numériques qui permettent justement à l'utilisateur d'apprendre à coder et programmer des systèmes. Ça, c'est quelque chose qui nous a semblé quand même très, très important parce qu'on s'est rendu compte que quand on a lancé l'entreprise, en fait, on a acheté différentes solutions qu'on a programmées et derrière, en fait, on avait uniquement ces données-là qui étaient fournies par les fabricants. Donc, c'était à notre équipe vraiment technique de prendre en main ces outils et on s'est dit, mais si on veut recruter des futurs ingénieurs, il faut que cette recherche de données dans un manuel utilisateur et cette compréhension du fonctionnement, et il est déjà pratiqué parce que sinon, la personne, elle arrive dans l'équipe, elle lit les manuels utilisateurs et finalement, le projet n'avance pas parce qu'ils n'ont jamais pratiqué ce type de programmation. Donc, sur la partie vraiment pile à combustible, il y a quelques éléments qui sont très importants. C'est la courbe de polarisation. Donc, comment fonctionne la pile à combustible et quels sont les phénomènes physiques et chimiques associés. Donc, ça, c'est vraiment un travail de base pour pouvoir qualifier une pile à combustible. Donc, nous, le logiciel LabVIEW qu'on fournit avec permet de retracer cette courbe de polarisation. Il y a également un lien assez fort entre la température à l'intérieur du stack et le courant qui est délivré par une cellule. Donc là, il y a des équations caractéristiques et il y a des phénomènes physiques qu'il faut comprendre. Et derrière, voilà, le refroidissement de la pile à combustible va forcément être impacté par rapport à
au courant qui est délivré en sortie. Et derrière, au niveau de la pile à combustible, on fournit en fait tout un manuel de communication à travers l'interface CAN-bus. Il est intéressant peut-être pour les élèves, que ce soit niveau licence ou niveau master, d'apprendre à communiquer avec un système à travers le logiciel open source, par exemple CAN Master, je crois, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la pile, quelles sont les trames qui sont émises par rapport à un système et appréhender toute la partie programmation qui viendra par la suite. Un petit exemple de courbe de polarisation qui peut être tracé avec les phénomènes observés. Au niveau de la pile à combustible, là je vous ai mis volontairement le véhicule de Polyjoule. Si vous voulez aller même plus loin que des travaux pratiques, mais vraiment faire des activités pédagogiques sur un an et demi avec vos élèves, vous pouvez très bien utiliser certains des équipements qu'on va vous fournir pour vraiment faire de l'intégration. Là, par exemple, c'est de l'intégration véhicule. Petite information, on a noué un partenariat avec ERM là récemment, parce qu'on avait de plus en plus de demandes sur cette partie pédagogique. On s'est dit, mais nous, notre métier, c'est de produire des équipements, c'est pas de faire de l'installation, c'est pas de faire la maintenance. Finalement, ce métier de dessin didactique, on le connaît peu. Donc, on va travailler avec un spécialiste. Mais ce qu'on veut, c'est aussi vous fournir du contenu. Donc, à partir du mois de juillet de cette année, juin-juillet, on va lancer une chaîne H26 YouTube pour vraiment mettre en avant ces produits et confronter des élèves à l'utilisation avec des travaux pratiques en ligne. Voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, voici les contacts là, de chez ERM. Je pense que tout le monde connaît peut-être Cyril qui a diffusé le lien d'invitation. Et côté H26, voilà, vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Il ne faut pas hésiter non plus à regarder notre site internet si vous avez quelques questions. Donc, info@h26.fr. Cyril, je te propose de passer peut-être aux questions-réponses. Ouais, alors Théophile, juste, je vais commencer par une première question. Je connais déjà la réponse, mais c'est important d'en parler, on n'en a pas parlé, pendant que les auditeurs posent d'autres sur le chat. Donc, on a vu que la pile à combustible, ça peut être un sous-ensemble qui peut être utilisé seul, sans forcément avoir toute la chaîne de stockage et d'électrolyseur. Dans ce cas-là, comment on fait pour le stockage d'hydrogène, enfin l'approvisionnement et le stockage d'hydrogène? Alors, on peut travailler directement avec Air Liquide, Messer, par exemple, pour avoir des petites bouteilles d'hydrogène qui soient fournies, des bouteilles de 5, 10 ou maximum 20 litres, sur lesquelles on vient mettre un détendeur dessus pour pouvoir réduire la pression en sortie de bouteille à 5 bars, par exemple, pour utiliser une pile à combustible. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Et la bouteille doit être absolument mise en place sur un chariot. Et il peut y avoir des travaux qui peuvent être conduits en intérieur parce que le volume d'hydrogène de la bouteille est quand même assez réduit avec les protections nécessaires. D'accord. Et après, il y a du stockage aussi sur métal-hydrure, en stockage métal-hydrure, c'est le même. Alors ça, la deuxième possibilité, c'est vraiment de travailler cette fois-ci avec une autre solution de stockage d'hydrogène sous forme solide. C'est des sortes d'éponges métalliques à hydrogène. Ça s'appelle les métal-hydrures. Donc là, c'est des réservoirs qui viennent stocker l'hydrogène sous entre 5 et 10 bars de pression avec toute la partie sécurité qui est intégrée dans le réservoir. Le souci, c'est qu'il faudra, il y a un travail qui doit être fait quand même pour venir recharger régulièrement ce petit réservoir. Donc, de travailler avec une bouteille de gaz, par exemple 20 litres à 200 bars pour venir recharger l'hydrure, ça peut être fait en temps off directement par l'équipe pédagogique. Et lorsqu'on vient manipuler avec les étudiants, on vient uniquement utiliser le petit réservoir qui est chargé pour l'activité de travaux pratiques. Donc, dans un labo, effectivement, où on ne veut pas forcément avoir des bouteilles sous pression, on peut avoir ce moyen intermédiaire qui est le réservoir métal-hydrure. C'est exactement ça. Dans des salles de cours,
Sachant que qui dit utilisation d'hydrogène dit quand même ventilation des salles. Donc, il faudra forcément soit avoir une ventilation passive, voilà, les fenêtres ouvertes par exemple pendant les manipulations, soit vraiment un système un petit peu plus complexe avec une ventilation forcée quand on va utiliser des systèmes avec un petit peu plus de consommation. Alors, on va venir aux questions qui se sont posées. Donc, la première, c'était une question de M. Guy Madec, donc à propos de la filière hydrogène. Donc, 150 000 emplois directs à terme. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des experts du métier, vous avez une idée du nombre d'emplois par classification opérateur, technicien supérieur, ingénieur? Voilà, en gros, entre le technicien d'installation et de maintenance et puis l'ingénieur qui va travailler à la conception des systèmes. Alors, cette donnée des 150 000 emplois directs à terme, elle a été communiquée par France Hydrogène. Donc, France Hydrogène, c'est le syndicat français qui regroupe l'ensemble des entreprises qui travaillent dans la filière hydrogène. Ils ont conduit une étude prospective il y a 1 an et demi, et c'est ce résultat qui est sorti de l'étude. On sait qu'actuellement, les emplois les plus recherchés sur les 2-3 prochaines années, c'est plutôt la partie ingénierie, avec peut-être entre 15 et 20 000 emplois d'ingénieurs qui vont être recherchés dans les prochaines années pour justement développer ces nouvelles applications, ces nouveaux systèmes. Derrière, les emplois les plus demandés par la suite, ce sera vraiment la partie technicien d'installation, technicien de maintenance, avec, je pense, environ 50% de ce besoin en termes d'emploi direct à terme. Il va y avoir de plus en plus d'installations hydrogène sur les différents territoires. Forcément, là maintenant, ça nécessite pas mal de ressources mobiles dans chacun des territoires. Une station hydrogène, il faut qu'il y ait une surveillance qui soit faite de manière continue, 24 heures sur 24, avec une possibilité d'intervention rapide en cas de problème. Sur la partie opérateur, pour le moment, c'est difficile à estimer. Côté H2.6, on a passé en fait cette période où on a recruté vraiment pas mal d'ingénieurs et de personnel qualifiés. Et maintenant, quand on commence à passer sur des échelles un petit peu plus importantes, on vient recruter des opérateurs. Donc là, on cherche plutôt des opérateurs qualifiés en montage câblage ou qualifiés sur la partie fluidique. Je l'estime difficilement. Peut-être que ce nombre de personnel ce sera un petit peu plus précis dans les prochaines années. Voilà. Okay, ensuite, une double question sur le stockage. Donc, en premier, c'est quels sont les risques principaux au niveau du stockage? Et puis, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu as un exemple d'installation à nous montrer, une petite photo, quelque chose comme ça, mettant en avant à quoi ça ressemble la partie stockage? Alors, il y a 2 risques qui sont identifiés par rapport au stockage d'hydrogène. Donc, on vient stocker une quantité d'énergie dans un volume fermé. Donc, forcément, s'il y a un problème lié à l'environnement extérieur, ça peut être un incendie à proximité, il faut éviter que le stockage d'hydrogène crée des problèmes supplémentaires de par sa nature. Quand il y a un incendie, par exemple, ou une augmentation de la température à proximité, l'idée du système, c'est d'éviter qu'il monte en pression et qu'il finisse par exploser à cause de cette liaison température-pression. Donc, on vient avoir des sécurités qui sont des TPRD. Donc, c'est des sortes de fusibles gaz, en fait, qui se déclenchent pour venir libérer la pression qui sont contenues dans un réservoir en cas de montée en température. Donc, les TPRD sur les systèmes, ils s'activent à partir de 120-130 degrés. Voilà. Quelques exemples d'installation. Je veux dire, le FC Lab, qui est basé à Belfort, a vraiment c'est vraiment un laboratoire dédié sur la partie stockage. Il y a des choses qui sont mises en place également en Normandie, du côté de l'université de Caen.
principalement sur le site de Cherbourg. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a eu, alors là, c'est plutôt des expérimentations qui sont un petit peu plus vieilles. Il y a eu des choses qui sont faites en Corse sur le projet NIRT et également sur la partie site grand public. Il y a une réalisation qui a été mise en place au col du Palais il y a quelques années pour un refuge de montagne. Donc là, c'est quelques exemples caractéristiques. Si vous voulez, je peux vous envoyer des photos de ce qui a été mis en place sur ces différents sites par mail si vous communiquez votre adresse mail à Cyril. Voilà. Au niveau universitaire, il y avait aussi l'université de Groningen aux Pays-Bas, je crois. Alors, au niveau de l'université de Groningen, effectivement, il y a eu vraiment un projet qui a été mené en 2017 sur lequel eux souhaitaient étudier. Donc, c'est vraiment un travail d'études commandé par des industriels pour savoir si l'hydrogène avait sa place en termes de solutions de stockage couplées à du solaire ou de l'éolien. Donc l'idée, c'était vraiment d'analyser les rendements de la chaîne complète et d'anticiper la production éventuellement d'hydrogène à grande échelle à partir d'actifs offshore. Sur ce site, à Groningen, au niveau de l'entreprise H2SIS, on a installé dans un conteneur, en fait, une salle d'essai complète avec une pile à combustible et l'électrolyseur. Et juste à côté du conteneur, toute la partie stockage d'hydrogène avec un stockage de 850 litres à 60 bars. Donc, c'est quand même un gros stockage dédié. Et ce système était vraiment instrumenté à des fins de recherche. Mais c'est pareil, je pourrais envoyer de la documentation sur ce projet pilote qui date d'il y a 2 ans, donc c'est 2-3 ans, donc c'est quand même assez récent. Ok, bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, en synthèse, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a quand même des solutions techniques avec des niveaux d'entrée différents. Donc, niveau opérateur, d'installation, technicien de maintenance, où là, on va intéresser plutôt la formation professionnelle, avec un nombre très important de recrutements dans les années qui viennent. Et puis, après, on a tout l'aspect conception, paramétrage, optimisation. Là, va intéresser des filières plus technologiques, BTS, IUT, licence, master, école d'ingénieur. Et voilà, donc on a vraiment 2 niveaux d'entrée dans le système. Après, on voit qu'il y a, pour avoir une chaîne complète, donc allant de la centrale photovoltaïque à la pile à combustible en passant par l'électrolyseur et le stockage, c'est quand même assez structurant au niveau d'un laboratoire en termes d'installation. Donc, c'est techniquement, d'un point de vue sécurité, également financièrement, c'est quelque chose qu'il faut bien préparer, bien appréhender. Par contre, on a une solution beaucoup plus simple d'utilisation avec la pile à combustible qui permet déjà de voir beaucoup de choses sur l'hydrogène et qui peut être mise en œuvre de manière beaucoup plus légère. Et entre-temps, j'avais une dernière question. Je vais juste répondre à la dernière question. Donc, côté H2SIS, est-ce qu'on est disposé à proposer la solution pour le stockage pour un lycée, par exemple? Côté H2SIS, notre métier, c'est de fabriquer des systèmes pile à combustible, de faire l'hybridation. Donc, forcément, on a des connaissances techniques sur le stockage, on peut identifier les solutions, mais faire de l'installation, de la mise en service sur site, c'est assez complexe, ça demande pas mal de ressources et finalement, c'est assez éloigné de notre métier initial. Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut se reposer sur ERM pour faire tout ce travail-là. Par contre, vous proposez la solution qui est adaptée à votre besoin, donc dimensionner la cuve de stockage, identifier est-ce qu'on travaille avec de la cuve ou des bouteilles, faire les schémas du système fluidique. Ça, c'est complètement à part entière de notre métier. C'est notre service d'ingénierie qui est notre bureau d'études qui va le faire. Et derrière, on vient travailler avec ERM pour la partie installation et pilotage. Voilà, et nous, chez ERM, donc, on a bien évidemment des techniciens électriciens, comme vous avez pu vous en douter, mais on a aussi des tuyauteurs industriels. On a pas mal d'expérience autour des gaz, notamment sur les différents gaz de soudure, les gaz frigorifiques, etc. Donc, on est capable d'assurer des installations complètes de A à Z avec l'assistance de H2SIS sur la partie dimensionnement.
Ensuite, il y a une question qui concerne la maintenance sur la pile AEM. Alors, je vais vraiment être précis. La technologie AEM, c'est un choix qui a été fait plutôt sur la partie électrolyseur, pas sur la partie pile à combustible. La maintenance qui est dédiée à un électrolyseur, il y a plusieurs vérifications à mettre en œuvre. Le changement d'électrolyte, en fait, on vient juste changer un liquide. Donc, le tarif, ce n'est pas très élevé. Ce qui va coûter cher, c'est plutôt la compétence et le temps humain pour le faire. Après, c'est une activité que vous pouvez mener vous-même. On peut livrer typiquement la solution d'électrolyte pour changer l'électrolyte d'une pile à combustible. Idem, changer des filtres pour les filtres à eau. Finalement, ce n'est pas les composants qui ne coûtent pas très cher, c'est vraiment le personnel qualifié pour pouvoir le faire. L'idée de ces activités-là, c'est que ce soit des activités didactiques. Donc, ce soit vous qui ayez la main pour la réalisation de ces activités-là, qui fassiez vous-même les interventions. Là où derrière, on va être un petit peu plus vigilant, ça va être la maintenance qui est obligatoire dans la norme NFM 58003. Donc, une vérification annuelle de l'ensemble du système de production et de stockage et de distribution d'hydrogène. Le principal risque, c'est que les sécurités qui sont associées au pilotage des différents ne fonctionnent pas, que la détection d'hydrogène ne fonctionne pas et qu'il y a un risque pour l'utilisateur. Donc là, c'est une fois par an, comme il peut y avoir sur des installations industrielles, il y a un technicien qui va passer une journée pour contrôler toute l'installation et s'assurer de sa conformité. Ça, il faut voir pour le tarif. Il faut voir avec ERM, parce que si c'est eux qui font l'installation, c'est également à eux qu'on va confier la maintenance du système. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, c'était très intéressant. On a eu certains auditeurs ou panélistes qui nous ont remerciés pour la qualité de la présentation. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très bien. Donc, merci Théophile. Ouais. Je vais juste répondre à la dernière question. Est-ce que vous formez ces activités dans une formation à transmettre à des étudiants? Donc, l'idée aussi de travailler avec ERM, c'est que ERM, si vous participez à ce webinaire aujourd'hui, si vous avez un lien avec ERM, vous les connaissez. Donc derrière, on souhaitait également, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, qu'on discute sur les choix des technologies, le fonctionnement. Donc derrière, quand il y aura dans tous les cas cette installation sur site et cette mise en service, il faudra former également votre équipe pédagogique. On va pas, voilà, ça sert à rien d'avoir un système qui arrive et que derrière tout le monde se dit comment on l'utilise, comment on le fait fonctionner et qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, côté H26, on va produire du contenu l'idée c'était de partir sur YouTube pour que le contenu il soit ouvert à tout le monde. Voilà, qu'il n'y ait pas et que même les personnes qui n'aient pas encore commandé cet équipement puissent s'inspirer de ce qu'on fait pour créer eux-mêmes le contenu didactique. Et que derrière, il y a un deuxième volet qui soit plutôt côté ERM pour pouvoir vraiment former vos équipes pédagogiques au matériel que vous allez commander, comprendre le fonctionnement, comprendre l'utilisation et savoir l'utiliser dans le cadre de la formation. Je ne sais pas si tu as des compléments à rajouter par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, pour une chaîne complète allant de la partie production photovoltaïque jusqu'à la pile à combustible, ce sont plusieurs jours de formation qui seront nécessaires. Sur la pile à combustible, ça peut être plus rapide. Mais sur la chaîne complète hydrogène vert, effectivement, il y a quelques belles journées de formation pour la montée en compétences de vos formateurs. Il y a également une question qui concerne les coûts au niveau des équipements. L'idée, c'est de voir vraiment avec ERM cette partie-là. Je pense que ça dépend aussi du site d'intervention, du matériel que vous souhaitez acquérir. Et est-ce que vous souhaitez uniquement la partie pile à combustible? Est-ce que vous souhaitez une solution complète? Et à quel endroit on doit l'installer? Donc, je vous laisse peut-être voir directement avec Cyril cette partie-là. Oui, là, le mieux, c'est qu'effectivement, ceux qui ont des projets en tête nous contactent et puis on rentrera dans le détail avec eux directement. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, s'il y a d'autres intérêts ou questionnements, n'hésitez pas à nous contacter directement.
en passant par notre site web. Parfait. Merci. Voilà, et la vidéo sera mise sur YouTube dans la semaine. Donc, vous pourrez visualiser les enregistrements et les diffuser auprès de vos collègues sans problème. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Théophile, merci encore pour la qualité de la présentation. Et puis, à une prochaine fois. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.